La couronne est en or. Oui, en ordure. Et les diamants sont de quel matériau? Matériaux nobles, plastifiés. Là, le truc qui est pas pratique, c'est qu'on avait pas là. Oui, ça va se finir après. Généralement, on passe sur le reste. Oui, mais ça va, ça crame bien, ça va. Bonjour, je représente l'association Trésordines. On est une association qui fait de l'artisanat, qui a pour but de montrer comment se passait la vie au Moyen-Âge pour tous les gens du peuple. Donc ici, on est dans la cuisine, ici avec les grands chaudrons dans lesquels cuira le repas pour toutes les associations ce soir. Donc ce soir, on mangera des pois cassés, qui sont donc ici, et avec des petits légumes et différents accompagnements. Donc dans la cuisine, on va trouver beaucoup de fruits et légumes qu'on connaît déjà aujourd'hui, qu'on connaît encore plutôt, comme les poireaux, les carottes, mais on ne va pas trouver tout ce qui arrive d'Amérique, donc comme les patates, tout ce qui est cucurbitacées, tout ce qui est tomates. On va manger dans des assiettes, dans des plats qui sont soit en céramique, soit en bois, comme on va trouver... comme on va trouver ici. Donc, ça c'est typiquement ce avec quoi on va manger au XIIe siècle. On n'a pas de fourchette, ça arrive plus tard d'Italie. On a une cuillère, un couteau et une assiette dans laquelle on va manger tout ce qu'on a fait cuire dans un grand chaudron. C'est rare qu'on mange ce qui n'est pas bouilli, c'est plus réservé à tout ce qui est banquet, tout ce qui est rôti à la fin. Donc voilà. Donc là-bas derrière, on a tout ce qui est pour faire la vaisselle. On trouve deux bassins comme on trouve aujourd'hui. Un bassin où on va laver, un bassin où on va rincer. Dans le bassin où on va laver, on a déjà utilisé l'eau du chaudron pour mettre de l'eau chaude. Ça se faisait déjà très couramment au Moyen-Âge de laver avec de l'eau chaude. On savait que ça lavait mieux. On a du savon. Un savon qui est donc comme le savon de Marseille aujourd'hui, à base de cendre et d'huile. Et on peut rajouter donc des fleurs ou des huiles essentielles qui sont arrivées plus tard dans le Moyen-Âge des pays arabes pour la senteur. Et c'est encore les savons qu'on connaît aujourd'hui. Tout ça avec des brosses, des chiffons en lin, très peu de coton, on connaissait mais c'est plus cher. Mais donc beaucoup de lin, beaucoup de toiles de jute. La fin du Moyen-Âge, et plus particulièrement entre 14e et 15e siècle, verra apparaître les armes à feu. Les plus anciennes armes à feu, ici vous avez une coulevrine à main, utilisée donc par un seul homme. C'est un canon qui est monté sur un arbrier qui ressemble un peu à celui d'une arbalète. On chargeait donc le canon avec des charges de poudre noire qui venaient d'être découvertes à la fin du XIIIe siècle, du moins ramenées du Moyen-Orient. Ensuite, on mettait des projectiles qui pouvaient être des résidus de forge, du fer ou parfois des balles de plomb. Et on allumait la charge ici par un petit trou qu'on appelait la lumière. Donc le coup partait au moment où le tireur tenait son arme. Parfois, c'est quelqu'un d'autre qui lui allumait parce qu'il ne pouvait pas véritablement viser avec cette arme-là. La progression suivante, c'est l'apparition de cette pièce de fer sur le côté de l'arme, donc aux environs de 1400 on va dire. C'est l'arquebuse dite à serpentine. Une mèche incandescente était posée sur la serpentine et l'apparition surtout d'une petite boîte sur le côté d'un bassinet qui servait à conserver la poudre d'amorçage. Lorsque le tireur voulait tirer, il faisait tomber la mèche incandescente sur le bassinet, la charge d'amorçage prenait feu et se communiquait à l'intérieur du canon. Le dernier mécanisme connu, vers 1470 on va dire, c'est l'arquebuse donc à platine. La platine, c'est un nom qui est emprunté à l'horlogerie, c'est une plaque qui est disposée sur le côté de l'arme et sur lequel est monté le mécanisme entièrement enfermé à l'intérieur du bois. Donc ici vous avez aussi un bassinet mais qui se ferme, c'est une petite boîte étanche, on met la charge d'amorçage dedans, la mèche descend sur le côté et le tireur peut choisir le moment de la mise à feu. La nouveauté, c'est que l'arme est déjà allégée. Le mécanisme peut se démonter. Le canon est monté à clavette, donc on peut retirer les clavettes et retirer le canon pour nettoyer l'arme. Apparition aussi dans la recherche de la précision, parce que toutes ces armes au départ n'étaient pas très précises, une précision de l'ordre de 50 mètres. On voit apparaître des instruments de visée. Ici, à l'extrémité du canon, un guidon, et ici un cran de mire. Donc ce qui pouvait permettre de tirer posément et de choisir le moment où on abaissait
où on faisait partir le coup, on abaissait la mèche. Voilà. L'apparition des armes à feu, en règle générale, ça va signer l'arrêt de mort des charges de cavalerie. Jusqu'à maintenant, la prépondérance sur le terrain de bataille, c'était les charges de cavalerie lourdes avec des lances. Et il est vrai que quand elles rentraient dans un carré d'infanterie, elles démolissaient tout. Mais ces armes-là vont tout changer. Et plus particulièrement à partir du roi Charles VII et son fils Louis XI, qui, pour aussi éviter qu'il y ait trop de bandes de brigands et de routiers qui attaquent les villages et qui sèment la terreur sur les routes, ils vont créer des soldats. Des soldats, donc des hommes soldés et au service du roi de France. Donc ces soldats vont apprendre à tirer, à se servir d'arquebuses, et on va les former en tirailleurs. Sur un champ de bataille. Donc un premier rang va tirer une salve, va passer derrière, un deuxième rang passe à l'avant, etc. et ainsi de suite, en créant un feu roulant. Donc c'est la fin des grandes charges de cavalerie. L'incidence que va avoir aussi l'apparition de la poudre noire et des armes à feu, c'est sur l'architecture des châteaux. On verra par exemple des grands murs verticaux qui vont être petit à petit transformés et protégés par des plans inclinés sur lesquels vont rebondir les boulets. Aussi également, il y a quelques châteaux de ce type, notamment celui de Sals dans le sud-ouest de la France, où on commence à monter des murs de terre, des murs de contrescarpe sur les côtés, pour protéger les murs des coups de boulet. Donc il se trouve que l'ennemi devrait être obligé de monter sur les murs de contrescarpe pour se trouver face aux assiégés. Et à ce moment-là, la guerre n'est plus la même, quoi, évidemment. C'est tireur contre tireur. Voilà donc toute l'apparition des armes à poudre noire au cours des 2 derniers siècles du Moyen-Âge. Donc, cette arquebuse, par exemple, c'est certainement celle que portaient les marins de Christophe Colomb lorsqu'ils ont abordé les Caraïbes. Une arme déjà quand même assez moderne, qui, dans le futur, au cours du XVIe siècle, va s'allonger progressivement pour devenir le long mousquet que l'on posera sur une fourche, une fourquine, pour pouvoir tirer des salves. Voilà, l'évolution des batailles. Voilà. Donc ici nous avons ce qu'on appelle des casques. Là, le casque nasal, à dôme plat. Ici, nous avons le même, mais en tome pointu, pour que quand les épées vont glisser, pour tomber sur les épaules pour être protégées. Plus tard, on aura une évolution. On aura les faciales, comme ceci, qui va venir protéger plus le visage. Mais bon, la nuque, elle n'est pas protégée. Et beaucoup plus tard, dans les prochaines époques, on aura le homme. Mais je ne l'ai pas là sur le. En dessous des casques, nous aurons quand même un minimum de protection. Nous aurons ce qu'on appelle une cale gamboisée, qui va venir absorber les chocs. Ou sinon, pour avoir ce qu'on appelle un housson, qui a aussi un petit manteau gamboisé qui va venir devant pour protéger tout ce qui est la bouche, le nez. Que par-dessus ça, par contre, on peut avoir ceci, une camaille, une cagoule de maille qui pour venir empêcher tout ce qui va être découpe. En dessous, sur le corps, précisément, on va avoir ceci, qui va être plutôt, ça s'appelle un gambison, qui va pour absorber les coups. C'est le minimum de la protection qu'il y aura tout ce qui est fantassin. Après, plus tard, par les sous qu'auront fait les chevaliers, les fantassins se pourront s'acheter une armure, donc une cuirasse ou la cotte de maille. La cotte de maille qui est assez chère parce qu'elle est vraiment très longue à se faire fabriquer. On peut parler en mois, voire même en année en fonction de ce qu'on a besoin comme taille. On a aussi une protection, on peut l'avoir en gamboisé au niveau des gants. Qui a aussi, on peut avoir de la maille par-dessus. Et c'est pour tout ce que j'ai sur ma table. Il y a... J'ai fait le tour des protections. Et vous êtes l'association Alors là, on est deux associations. Très bien. Ouais. Moi, je suis l'association Bellator. On est situé surtout sur Oyonnax. La flèche, c'est de la même époque? C'est de plusieurs époques, les flèches. Nous avons ici une flèche de chasse, parce que les flèches avant, sur nos arcs, ils étaient juste emboîtés. Parce que au cas où qu'on essaye d'enlever la flèche, ben, ça restait dans le corps. Nous avons des flèches harpon, que là c'est pour venir faire des dégâts si on essaye là. Et là par contre, on va fixer la flèche au manche pour pouvoir faire des dégâts quand ils vont essayer d'enlever la flèche.
Et nous avons aussi ces deux-là, on appelle ça des perce-mailles, qui servent surtout à passer à travers la maille. Passer à travers, faire des dégâts intérieurs. Ah, merci. C'est pas la flèche qui va tuer la personne, ça va être plus les dégâts qu'elle va faire occasionnels. Et c'est avec la fatigue sur les camps, après que la tension soit redescendue, que les personnes mourront des perce-mailles, mais pas sur les champs de bataille. Et c'est tout, sinon j'ai les armements qui sont ici. Les armements qu'on aura, celle-ci, la lance, qui va être l'arme principale qu'on aura pour un fantassin. Parce qu'on pourra l'utiliser vraiment pour avoir la distance, tenir nos adversaires à distance. Après de ça, quand on la lance, on est trop fatigué d'utiliser, ouais, c'est planté d'un bouclier, on peut plus l'utiliser, ou qu'elle se casse, c'est possible. On va passer sur d'autres armes, qui va être la masse ou la hache, qui vont venir vraiment pour travailler sur le bouclier. Ça pour vraiment faire des chocs, pour que le bras, à force d'apprendre des chocs, se disloque. Ou la hache qui va venir vraiment pour essayer d'accrocher le bouclier pour ouvrir la garde. Et sinon, en dernier, on utilisera l'épée. Parce que l'épée, c'est vraiment utilisé en dernier lieu sur les champs de bataille, parce que quand une personne, par exemple, qui a une côte de maille en face, ben, l'épée ne sera inutile. Elle va faire grand max des bleus, et sinon ça sera inutile, parce que l'épée, elle est fait vraiment que pour trancher, et la côte de maille, elle est là pour vraiment empêcher d'être tranchée. Même si on a une cuirasse, l'épée fera pas beaucoup de dégâts. C'est vraiment utilisé en dernier lieu sur les champs de bataille. Sinon, ça va être plus utilisé par contre pour le maintien de l'ordre dans les villes. Parce qu'on va l'utiliser, mais pas comme une épée, mais avec des gants bien sûr, on va l'utiliser comme tonfa. Donc on va y travailler au corps, comme ça on pourra faire des contacts sans tuer. Parce que si on tue quelqu'un de la ville, par exemple c'est un fermier, ce sera des champs qui seront plus occupés. Donc on va éviter de faire des dégâts. Sinon, ben, j'ai fait le tour de toutes les armes que j'avais sur moi. Ah si, j'ai le fléau. Attendez. Nous avons ceci, appelé le fléau. Le fléau qu'on connaît, le manche, un petit manche, une chaîne avec une boule à la fin. C'est un fléau qu'on va utiliser en tant que cavalier. On va le laisser pendre sur le côté, c'est la force du cheval en avançant qui va faire les dégâts. Mais en premier lieu, le fléau n'a pas été une arme. Ça a été surtout une arme plutôt un outil des fermiers, parce que les fléaux avant c'était utilisé pour taper le blé. Et après, les fermiers, quand ils devaient venir sur les champs de bataille, mais avec leur propre arme, ils l'ont amélioré. Ils ont, à place de la corde, ils ont mis une chaîne. Et à la place d'un bout de bois, ils auront mis ou une boule, ou comme ici, on a un petit lingot en fer. Souvent, les armes, c'est des améliorations ou inspirées des outils de tous les jours. Et c'est tout pour ce que je peux vous dire. Merci. Ben, merci. En quoi consiste votre travail, s'il vous plaît? Alors, le travail du bourreau, ça consistait en fait à appliquer les peines de justice. Qui pouvaient s'appliquer du châtiment corporel léger à l'humiliation jusqu'à vraiment l'exécution du condamné. Du patient, comme on les appelait communément. Il y a une formation pour devenir bourreau. C'était de père en fils. De père en fils, génération en génération, le père apprenait au fils à devenir bourreau, et ainsi de suite. On en trouvait chez les gueux et chez les nobles, ou seulement chez les nobles des bourreaux? Les bourreaux, en fait, ils étaient engagés par le seigneur. Et ils pouvaient autant appliquer la peine sur un seigneur qu'un simple roturier. Ah, c'est le roturier. Et ça, c'était une des machines de torture, la casse qui était derrière. Bah, le gibet, en fait, c'est une punition à long terme, on va dire. On mettait le prisonnier dedans, on le suspendait en haut des murailles ou aux abords des routes. Et en fait, on mettait un cadenas pour fermer. Et la personne, on le laissait jusqu'à ce qu'on estime que la peine soit réglée. Ce qui pouvait prendre soit plusieurs jours si la peine était mineure, soit on pouvait le laisser pendant des mois. Il pouvait crever de faim alors. C'était le but.
Ah, Le but c'était ça, c'est que en fait le prisonnier finisse effectivement très souvent par décéder des blessures qu'il va s'infliger tout seul dans la cage, des corbeaux et autres rapaces qui vont venir un peu l'attaquer et le sang. et le porc, qu'est-ce qu'ils en faisaient après? Ils l'ont jeté dans une fosse? Sous chaque gilet, il y avait une fosse commune. Ce qui fait qu'en fait, quand le prisonnier était mort, on décrochait, on creusait, on mettait dessous. Ok. Ah non, c'était très efficace comme organisation. Ah ben, c'était... ouais, on était sûr que le message était transmis. Il y avait un fossoyeur qui venait recouvrir les corps de temps en temps. C'était le bourreau qui faisait tout. Il faisait tout. Ouais, il avait une casquette assez... Des compétences Assez multiple. Et trancher la tête avec une hache comme ça. Alors, il y avait deux techniques. En fait, en France, on faisait souvent à l'épée. Donc à l'épée longue, généralement. À l'épée longue, la personne à genoux, et on faisait en fait ce qu'on appelle à la volée. C'est-à-dire qu'un grand coup de taille, et on tranchait à la volée. Ah ouais, très simple quoi. Très simple et efficace. À savoir que généralement, que ce soit à la hache, ça c'était plus souvent en Angleterre. Les Anglais étaient très souvent à la hache. Les Français, nous en France, on était plus souvent à l'épée. Il y a eu des exécutions à la hache en France aussi, mais plus rarement. Un noble était exécuté à l'épée ou à la hache, alors qu'un simple paysan était généralement pendu. Et les femmes étaient exécutées aussi Les parfois. femmes pouvaient être aussi exécutées. Même chose que pour les hommes, pas de différence. Même chose. Femmes, hommes, même les animaux. On a un procès assez célèbre d'une truie qui aurait mutilé un enfant et la truie a été torturée puis exécutée en France. Et les enfants étaient exécutés parfois aussi. Les enfants, non, généralement non, ils étaient souvent au pilori, si vraiment. Et on a, à ma connaissance, aucun écrit où des enfants ont été condamnés à la peine maximale. Ouais. On pouvait rester longtemps au pilori quand on y était condamné. Oh, jusqu'à quelques semaines, mais le pilori, on était nourris, eau et nourriture. Ah ouais, C'était plus une peine psychologique. On humiliait la personne. ah, Donc souvent avec des vêtements assez ridicules, on l'approchait, les gens pouvaient lui envoyer des fruits pourris, des légumes pourris, ah, et oui. c'était souvent sur la place du marché pour qu'il soit vu de tous. Ah oui, 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 je comprends. Ça c'était pour les délits mineurs. Ah oui, d'éliminer. Mais il était obligé de faire dans son pantalon, il ne pouvait pas faire ses besoins. Voilà, il faisait sur lui-même. Voilà. C'est ça. Tant que le juge n'avait pas décidé que la peine était... Enfin, que le crime avait été comblé par la peine, Ouais. Là, une averse, un coup de froid, pareil. Il restait la nuit et le jour au même endroit. c'est ça. Ah, bah, Et voilà, au moins, il simplifiait l'organisation à l'époque. Oui. Ah ben, on savait qu'on le mettait le matin même, le soir il était toujours. Est-ce que ça n'est jamais arrivé qu'un prisonnier ait réussi à s'échapper du pilori? Non, parce que généralement à côté du pilori, en fait il y avait toujours un garde. Il y a toujours un garde à côté au cas où, pour éviter déjà que les gens viennent le frapper. Parce qu'on acceptait les jets de fruits et légumes au visage de la personne, mais personne n'avait le droit de le frapper. Ouais. Est-ce qu'il y avait des tortures qui étaient interdites, comme le viol, par exemple? Alors, des tortures interdites comme le viol. C'est-à-dire, Se faire sodomiser pour un homme, par exemple. alors, on avait des instruments de torture pour les péchés de chair. Oui. Ah oui, alors là, oui, je comprends. Et là, Donc, torture équivalente au péché. voilà, généralement c'était torture équivalente au péché. Quelqu'un qui avait
pour être correct politiquement, on va dire souiller une jeune fille, Oui. on le mettait sur ce qu'on appelle la pyramide de Judas. Il y a un morceau de bois en forme de pyramide. Ah oui. On mettait très souvent l'anus du prisonnier en haut de la pyramide et on accrochait des poids. Ce qui fait qu'avec les poids, en fait, le corps se déchirait. C'était pas très joyeux et ça pouvait durer des semaines. Là, c'était assez violent, expéditif. Ça avait été longtemps pour les forgerons à fabriquer un outil comme ça, parce que quand même c'est beaucoup de. Le gibet, généralement, oui, ça mettait quelques semaines à fabriquer. Mais c'est selon l'approvisionnement qu'ils avaient en fer. On pouvait plus ou moins le faire rapidement. Il fallait rapprovisionner le fer pour faire du coup des barreaux. Et après, c'était souvent, si on avait un bon forgeron avec une équipe qui pouvait faire tous ensemble la cage, ou s'il n'y avait qu'un seul forgeron, ça dépendait de beaucoup de choses. On était aussi condamné en fonction des engins de torture qui étaient disponibles. Alors, en fait, on avait un peu de tout. Après, la justice s'adaptait, oui, en effet, en fonction de ce qu'on avait sous la main. Donc une précédente peine, il pouvait à la limite réduire la peine de quelqu'un pour commencer celle d'un autre. Par exemple, s'il n'y avait pas assez de pilori ou bien de cage en fer. Le gibet. Alors, en fait, la peine de l'un commençait quand la peine de l'autre terminait. S'il n'y avait qu'un seul gibet, par exemple, le premier qui avait fait sa peine au gibet restait jusqu'à la fin de sa peine. Oui. Et l'autre prisonnier restait au cachot en attendant de passer sa peine lui-même. Patience et longueur de temps, on est C'est ça. tous de force et Il fait courage. que, Ouais. si on avait Patience, été- mais pour avoir le pire. Voilà. Au final, on espérait plus rester au cachot que. Les chiens ont été domestiqués depuis longtemps. Les chiens ont été domestiqués depuis très longtemps et On les utilisait comme engin de torture. Parfois. non, les chiens n'ont jamais été utilisés en tant qu'engin de torture à l'époque médiévale. Pour la garde de prisonniers, oui. Dans les cellules, dans les geôles, on avait les chiens au cas où, mais n'ont jamais été utilisés. Voilà. Et on l'a des. Et on tranchait les têtes là-dessus, là. Sur le bio. Sur le bio, donc en fait, le condamné se mettait à genoux, la tête sur le bio, et le bourreau faisait son office de la décollation. Le métier de bourreau a changé au fil des siècles, au Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. On peut même aller plus loin que la Renaissance, parce que le dernier bourreau qu'on a eu en France, c'était dans les années 70-80. Le dernier condamné à mort en France, c'était au Beaumet, avec guillotine. Donc, le métier de bourreau a évolué dans le sens qu'en fait, on a évolué les techniques d'exécution. Et le bourreau, en fait, au fil du temps, a eu moins de choses, moins de tâches à faire. C'est-à-dire que quand on va au plus longtemps au Moyen-Âge, le bourreau faisait tout ce qui était les tortures, les punitions, donc le gibet qui n'était pas une torture, qui était une humiliation, ou les peines capitales, la mort. Et avec le temps, le bourreau n'a plus fait les tortures, par contre il s'occupait encore des peines de mort. Les outils qui sont là, c'est pour montrer ce qui était utilisé pour entretenir les engins de. Alors ça, c'était utilisé pour les questionnettes. Ah, oui, il y a dans le torture. Voilà. Est-ce que vous pourriez me montrer quelques-uns en me disant qu'est-ce que c'est? Vas-y, que. Il y avait des pinces qui étaient utilisées aussi pour les forgerons. Donc, pince assez longue. Celle-là, on pouvait s'en servir pour la langue des prisonniers. Par exemple, quelqu'un qui avait
parlait sur le roi en disant des mensonges, on pouvait attraper la langue et au fer rouge, on coupe. Avec un couteau chauffé à rouge, on pouvait trancher la langue, les doigts, et un peu tout ce que vous voulez enlever. Après, on avait un simple bâton. Simple bâton, quand la personne était au pilori, on pouvait lui frapper au niveau des côtes pour vraiment infliger une douleur, mais non létale. Mais vraiment pour punir la personne sans être dans la létalité. Pas de technique de punition, on pouvait frapper avec ceci. Mais là, on visait plus les articulations. Là, c'était vraiment la question poussée. Quand vraiment vous voulez avoir des réponses de la part de l'interrogé, un bon coup dans les genoux, ça parlait assez rapidement. C'était pas détente. Et une pièce en métal tout en long, là, espèce de rectangle, c'est quoi? C'est pour aiguiser? Ça, c'est un pierre aiguisé. Ça, parce qu'en fait, avant chaque exécution, le bourreau devait réviser sa hache pour être sûr que ce soit propre. Parce que une exécution à mort se devait d'être propre. C'est-à-dire le bourreau, en fait, était professionnel, il ne devait pas s'y reprendre à plusieurs fois. Une exécution qui était propre et bien faite en un seul coup, le bourreau était payé le tarif, plein tarif. Une exécution qui était un peu bâclée, où c'était plus une action de justice et vraiment une action sanglante, c'était très mal vu. C'est difficile à comprendre quand on sait que les exécutions c'était sur les places du marché. On dit que l'exécution c'est déjà sanglant, mais en plus il faut que ce soit prêt. Donc il y a quand même un petit. Très bien. Et la hachette qui est derrière, là, c'était aussi pour... Non, c'était pour les combats des chevaliers, mais c'était pas pour le bourreau. Ça, c'est de l'équipement de combat pour les forteresses. Bon, très bien. Et vous êtes l'association, quelle association? Badaré de Blanche-Vallée. Nous, on est basé sur le secteur 05.